Bienvenue donc à toutes et à tous pour cette 29e webconférence du Sommet virtuel du climat, une webconférence qui s'intitule « Décloisonner les établissements de santé et les collectivités, le programme interrégional ETE Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine ». Donc, je suis moi-même Gaëlle Vandeput, je suis chargée de logistique pour l'APCC et aussi pour l'ESVC. Donc, l'APCC, l'association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement, et l'ESVC, donc le Sommet virtuel du climat. J'ai donc le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. On est ensemble pour 1 h 30 et juste avant de commencer, en fait, je voulais vous adresser quelques mots sur l'événement et en particulier vous rappeler la mission, à savoir permettre aux entreprises et aux collectivités de s'engager, d'agir et d'avancer concrètement sur la voie collective de la neutralité carbone. Donc, comme vous avez pu le voir, on a eu un programme chargé sur les 2 semaines qui viennent de s'écouler. On est aujourd'hui sur la dernière journée du sommet virtuel du climat. Tous les ateliers et toutes les webconférences qui ont eu lieu ont pour objectif de répondre aux 2 questions que vous voyez actuellement s'afficher à l'écran. Donc, n'hésitez pas à aller voir les replays qui seront bientôt publiés sur le site et aussi à vous inscrire potentiellement à la plénière de clôture qui aura lieu à 14 h cet après-midi. Donc, cet événement est initié par la PCC et coporté aux côtés de l'ADEME, de l'ABC, l'association Bilan Carbone, et de la Fédération Sinov. On a aussi de nombreuses parties prenantes, des partenaires et notamment des sponsors dont vous voyez les logos s'afficher actuellement à l'écran. Donc, on voulait prendre le temps de les remercier dans chaque introduction de webconférence et remercier également toutes les personnes qui nous ont soutenus de plein de manières différentes, notamment depuis la première édition du SVC qui avait eu lieu en 2019. Donc, sachez que toutes les webconférences et tous les ateliers du SVC sont gratuits. On a vraiment eu à cœur de construire un événement accessible à toutes et tous. Néanmoins, si vous aussi, vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez contribuer à la pérennité de cet événement en faisant un don. Donc, je vous mettrai, si je retrouve le chat, voilà, il est juste là, je vous mets le lien à toute fin utile vers la page de don sur le site du SVC. Voilà, pour les aspects logistiques, simplement, avant de démarrer, quelques points à noter. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la webconférence. Les intervenants viendront les piocher sur la fin. Vous pouvez les poser dans la boîte questions et réponses. Donc, merci vraiment de les poser dans cette boîte de dialogue-là. Vous avez aussi la boîte de chat qui s'appelle discussion, où là, vous pouvez faire vos remarques, vos commentaires. Voilà, simplement bien dissocier les deux et de poser vos questions dans la boîte questions-réponses. Je vous remercie par avance pour ça. Dernière chose, que vous dire que les slides et le replay seront disponibles courant décembre sur le site du SVC. Vous recevrez un mail directement dans votre boîte puisque vous êtes inscrit à cette webconférence. Donc, vous serez les premiers informés dès la mise en ligne du replay. Voilà, et dernière slide, vous êtes nombreux à vous être inscrits. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de traiter toutes les questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas, si les intervenants communiquent leur mail, à leur écrire par la suite pour avoir plus d'informations sur les différentes choses qui vous seront délivrées aujourd'hui. Voilà, il me semble que j'ai tout dit, donc sans plus attendre, je vous passe la main. Pierre-Yves, c'est à vous et j'arrête mon partage d'écran. Voilà. Je vous rends la main. Je reprends le partage d'écran. Oui. Bonjour à tous. Merci donc de participer à cette conférence, cette webconférence consacrée donc aux acteurs de la santé, mais également aux acteurs des collectivités, puisque la dynamique et le projet interrégional que l'on va vous présenter finalement témoigne du décloisonnement possible entre ces deux grands acteurs du territoire sur les enjeux énergie-climat. Alors, on a un certain nombre d'intervenants aujourd'hui. D'ailleurs, je les remercie d'avoir répondu présent. Avant de les présenter, on va revenir très rapidement sur des éléments de contexte qui relèvent justement du secteur de la santé, qui nous semblait en tout cas intéressant et voilà, pertinent de positionner dans le cadre de ce sommet virtuel du climat. Alors, pour plusieurs raisons. Excusez-moi, je vais glisser les slides. Pour plusieurs raisons, les acteurs de la santé aujourd'hui sont en première ligne, on le constate tous avec la crise sanitaire qu'on connaît. Ce qui nous semblait intéressant de mettre en perspective aujourd'hui, c'est notamment les crises climatiques qui s'annoncent. Alors avec
très concrètement des effets de surchauffe et de canicule, donc lors des épisodes estivaux, avec notamment des prises en charge plus soutenues et des surmortalités. On a également des problématiques de santé avec le changement climatique et notamment l'émergence de nouvelles maladies. Donc ça, c'est un des aspects du changement climatique auxquels les acteurs de la santé sont confrontés. Et puis le deuxième, c'est que les acteurs de la santé sont aussi des pourvoyeurs de ressources pour se chauffer, pour fonctionner. Et puis, ce sont également des émetteurs de gaz à effet de serre. Voilà. Donc ça, ce sont des éléments, en tout cas, de contexte qui nous semblaient intéressants à croiser aussi avec l'enjeu de qualité de soins. Donc la qualité des soins qui est l'enjeu premier, en tout cas pour ces établissements de santé. Donc assurer une qualité des soins tout en restant aussi attractif pour les professionnels de santé. Il n'y a finalement pas une semaine qui se passe sans voir les problématiques qu'il y a aujourd'hui sur le recrutement, notamment des professionnels de santé, donc qui ont besoin à un moment donné aussi de retrouver du sens dans leurs activités. Et donc comment à un moment donné, ces acteurs de la santé se mobilisent autour des enjeux de transition énergétique et climatique. Deuxième point, une actualité riche autour des enjeux de transition énergétique et climatique. On l'a vu, il y a eu la COP26 avec les acteurs de la santé mis à l'honneur. On a eu également, semaine dernière, la parution du rapport Décarbonons la santé du Shift Project, donc qui met notamment, qui avance des chiffres très concrets, et notamment que les acteurs de la santé, ou en tout cas ce secteur, pèse 8% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle nationale, et puis aussi des signaux forts, notamment de mobilisation de la part des ministères, mais aussi des agences nationales, et puis on aura notamment l'intervention de l'ANAP, qui vont nous dire justement ce qu'il se passe au niveau national, et notamment en lien avec le Ségur de la santé, où il y a en effet des financements relativement importants pour ce secteur, avec des objectifs de construction et de réhabilitation forts aussi sur les enjeux du bâtiment, donc ce qui va croiser notamment avec les enjeux énergétiques. Et puis, troisième point qui nous semble important, c'est que finalement, un hôpital est très ancré sur son territoire. Voilà. C'est un acteur incontournable du territoire. Il génère donc bien évidemment du soin pour les populations. Il pourvoit également beaucoup d'emplois. Un centre hospitalier est généralement un des plus gros employeurs de son territoire. Mais il génère également de la mobilité sur ce territoire, de la consommation de ressources, comme je l'évoquais, et notamment énergétiques. Et donc, c'est un acteur incontournable. Et c'est là où, justement, se fait le lien avec les collectivités. C'est que les collectivités, par ailleurs, ont des enjeux au regard des enjeux climatiques et énergétiques. Ils doivent s'engager dans des dynamiques, notamment qui sont encadrées dans le cadre de plans climat, qui visent justement à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre avec l'ensemble des acteurs du territoire, et également à travailler sur les sujets de mobilité et d'approvisionnement en énergie. Et puis, dernier point qui va nous rapprocher de notre sujet de manière très opérationnelle, c'est notamment la disponibilité de compétences sur le sujet, notamment sur ces territoires, au sein des collectivités, mais également au travers des syndicats d'énergie. Donc, je ne vous en dis pas plus, vous allez voir au travers de l'exemple très concret des Pays de la Loire et de Nouvelle-Aquitaine, finalement, comment ce décloisonnement s'est mis en marche. Très bien, alors je ne serai pas beaucoup plus long sur l'introduction. L'objectif aussi, c'est de vous communiquer les supports. Je vous ai cité quelques chiffres clés qui permettent justement de repositionner aussi l'importance du secteur de la santé sur les enjeux de la transition écologique au sens large, et plus précisément aussi sur les aspects donc, énergie et bâtiment. Alors, ce qu'on vous propose sur cette séquence d'une heure et demie, c'est de revenir sur 3 questions centrales, notamment la première qui consiste à évoquer la question de comment mettre un réseau en place qui permette de croiser en fait
les sujets qui sont portés par les collectivités sur la dimension énergie-bâtiment et les acteurs de la santé. Le besoin également des hôpitaux et, alors quand on dit sanitaire et médico-social, on parle bien des acteurs sanitaires, donc des hôpitaux et également des maisons de retraite, pour faire court, mais c'est un champ beaucoup plus large, hein, le médico-social. Donc, comment finalement on apporte des réponses lorsque ces établissements sont sur des problématiques notamment de schéma directeur immobilier? Comment on intègre en fait cette dimension énergétique dans la rénovation du bâti, mais également sur des projets de développement des énergies renouvelables? Et puis comment en gros on embarque collectivement ces acteurs, et notamment en lien avec les syndicats d'énergie, sur des notions qui vont aussi émerger sur la question de la valorisation du patrimoine, par exemple médico-social. Alors, pour évoquer tous ces sujets, on a donc Hélène Allaire de la FNCCR qui va nous rappeler son rôle dans le cadre de cette opération, Laurent Bizien de la MAP, Bernard Jourdain de la DSNA, mais qui est également donc, du centre hospitalier de Niort, Monsieur Queignol et Monsieur Nanex de l'ARS Nouvelle-Aquitaine qui porteront le message des ARS, puisque Bernard Prudhomme de l'ARS Pays de la Loire voilà, n'a pas pu se rendre disponible sur ce créneau. Et puis Marie-Hélène Orsay qui a gentiment accepté notre invitation et qui donnera aussi son regard sur ce sujet, mais également qui rappellera les missions de la NAP et puis qui évoquera un AMI, un appel à manifestation d'intérêt en cours, qui est directement en lien sur ces sujets justement de performance énergétique des bâtiments qu'on va parcourir ensemble. Voilà, et puis en deux mots, donc nous, donc Pierre-Yves Querrer pour ma part et Romain Fiat qui est ici présent, on est donc consultant sur ces sujets de santé et de transition écologique. On appartient au groupe NEPSEN, donc on est 150 collaborateurs à l'échelle nationale. Nous, on est positionné, on est basé à Bordeaux, et on accompagne les collectivités, les entreprises et les établissements de santé sur les sujets de transition écologique. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est d'abord donner la parole à Hélène Allaire, qui va revenir justement sur le dispositif ACTE, qui a permis de baser ses fondements, enfin les fondements en tout cas de cette opération interrégionale. Et puis ensuite, Laurent Bizien et les intervenants suivants prendront la parole. Donc Hélène, si tu veux bien présenter la FNCCR et nous rappeler un peu ce qu'est le programme ACTE. Merci. Donc bonjour à tous, je suis Hélène Allaire, donc chargée de mission à la FNCCR et plus spécifiquement sur le programme ACTE. Je vais commencer par quelques mots de présentation sur notre structure puisqu'on est une association de collectivités et on travaille sur tout ce qui est service public en réseau. Donc ce qu'on entend par service public en réseau, c'est tout ce qui a trait à la distribution d'énergie, la distribution de l'eau et l'assainissement, les questions relatives au numérique, également relatives à l'économie circulaire. Et notre action se décline sur trois rôles. Un rôle donc de représentation de nos adhérents qui sont des collectivités et des syndicats d'énergie. Également un rôle d'animation puisqu'on va mettre en place des webinaires, des temps d'échange sur des thématiques relatives aux sujets que je viens d'évoquer, et puis également un rôle de conseil auprès de nos adhérents, toujours pour les aider face à leurs questionnements et à leurs problématiques qui peuvent apparaître dans la gestion de ces thèmes, de ces sujets-là. Et notre rôle, en fait, en plus de ces associations, de ces sujets, on travaille également sur le programme ACTE qu'on pilote. Donc ACTE, ça veut dire Association des collectivités pour l'efficacité énergétique. Et ce programme, donc, qui est un programme C2E, de certificat d'économie d'énergie, vise à financer la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires publics. Donc, on est vraiment sur un parc de bâtiments spécifique. Si on peut passer à la slide suivante, où je détaille donc le contenu du programme. Merci.
Donc, le programme ACTE se décline surtout avec des aides financières pour le déploiement de projets de rénovation énergétique et on accompagne donc différentes typologies de bâtiments. Initialement, on s'était beaucoup intéressé aux bâtiments communaux et intercommunaux, puisqu'en quelque sorte, c'est notre cœur de métier via nos adhérents. Et au fur et à mesure, on a élargi les périmètres de bâtiments, et notamment au secteur de la santé, qui était un secteur nouveau pour nous, puisqu'on n'a pas du tout l'habitude de travailler avec la santé. Et ce travail donc cette collaboration s'est décliné sur 2 axes. Donc, il y a eu les conventions pensées qui se sont mises en place, et on va en parler plus tard dans la présentation, en Nouvelle-Aquitaine et en Pays de la Loire. Et l'idée de ces conventions, c'était de travailler avec ces 2 régions qui sont en avance sur les thématiques énergie et santé, pour en fait voir comment on peut mettre en lien collectivité et établissements de santé, les interactions qui sont possibles de faire, etc. C'était un peu une phase de test, une phase pilote, on va dire, via ces conventions qui nous ont permis d'identifier les problèmes, mais aussi ce qu'on pouvait mettre en place. Et ensuite, on a mis en place l'appel à projet Charme, qui s'est décliné cette fois-ci à l'échelle du territoire métropolitain, et qui s'adressait à tous les bâtiments de santé, quelle que soit la région. Et on retrouve dans ces deux dispositifs les mêmes actions qui peuvent être aidées via le programme. Donc, une première action porte sur les ressources humaines, avec la création de ce qu'on appelle donc des économes de flux, qui sont des chargés de mission spécialisés en énergie. Hélène, oui. Excuse-moi, je t'interromps. Le micro, on m'en fait part aussi dans le chat. Le micro, est-ce que tu peux l'éloigner un tout petit peu? Est-ce que là, c'est mieux? Oui, c'est mieux. Merci. Ok, je vais le tenir comme ça alors. Merci. Ah, c'est très bien. Donc la partie économe de flux, avec donc les chargés de mission qui seront installés dans les établissements lauréats pour en fait balayer toutes les actions qu'il est possible de faire, que ce soit au niveau des pré-diagnostics jusqu'à la phase de suivi des travaux, et avec une triple casquette à la fois technique mais également juridique et financière, pour vraiment pouvoir travailler sur l'ensemble du projet de rénovation. Et on a également mis en place un réseau des économes de flux avec des formations qui leur sont destinées, que ce soit donc les économes de flux installés en collectivité, mais bien sûr aussi les économes de flux pour les établissements de santé. Également, une autre aide, c'est tout ce qui porte sur les outils de mesure, les capteurs, les compteurs, les petits équipements. Ça peut être également des logiciels de suivi de consommation. Une aide peut être également apportée sur toute la partie études, les audits, tout ce qui va être stratégie vers le décret tertiaire, etc., peuvent être éligibles. Et enfin, une aide au financement de la maîtrise d'œuvre pour vraiment encourager le passage à l'acte, éviter que les études restent sur une étagère à prendre la poussière en quelque sorte. Et donc, c'est via ces quatre axes-là que l'on travaille principalement. Et si on peut passer à la partie suivante, je précise également, donc on ne finance pas du tout les travaux. Nous, on est vraiment sur la partie avant les travaux, tout ce qui va permettre de définir finalement ces travaux-là, mais les travaux en tant que tels, tout ce qui va être changement de huisserie par exemple, ne sont pas pris en charge par le programme. Et donc là, pour conclure ma présentation, vous trouverez donc une carte avec les lauréats santé du programme ACTE, donc que ce soit les conventions pensées ou les appels à projet Charme. Donc on en compte une vingtaine, avec des échelles différentes, des acteurs différents également, puisqu'on va retrouver des syndicats d'énergie, des collectivités, des centres hospitaliers, des EHPAD. Et puis on a aussi la particularité d'avoir une candidature qui s'étend à l'échelle nationale. Donc ça, on est très content d'avoir ça. Et puis également les ARS qui sont mobilisés, donc avec Pensée, comme on va le voir plus tard, mais aussi sur d'autres groupements lauréats de l'appel à projet Charme. Voilà, moi j'ai fini ma présentation. Bien. Merci Hélène. Juste pour info, donc ça fait combien d'économes de flux à peu près? Alors, en cumulé entre Charme et Pensée, on a une vingtaine de postes d'économes de flux. D'accord. Et donc ça, il faut l'imaginer, c'est effectivement en un an, ça s'est clairement accéléré. Et c'est des sujets, comme vous le disiez, en fait, comme tu le disais, pardon, qui n'étaient pas forcément dans les prérogatives de la FNCCR. Donc ce qui est intéressant, c'est que la FNCCR est un acteur avant tout qui accompagne les collectivités et qui est clairement allé justement décloisonner ses compétences pour aller chercher les acteurs de la santé. Oui, tout à fait, parce que c'est, comme je le disais tout à l'heure, on a
pas l'habitude de travailler avec le secteur de la santé, mais Mm. on sentait et on savait qu'il y avait un réel besoin. Et finalement, donc on l'a vu avec le travail d'élaboration des conventions de pensée, qu'il y avait vraiment des choses à faire. Mm. Donc on a été très content de travailler là-dessus. Et puis finalement, avec les appels à projets qui se sont ensuite développés, on a vu qu'il y avait un engouement qui se mettait en place. Mm. Donc on est très content de cette partie-là aussi. Et puis on espère pouvoir continuer à travailler sur ces thématiques, continuer à apprendre. Très bien, merci. Merci Hélène. Alors, je vais donc passer la parole à Laurent. Donc, en fait, on va vous proposer de revenir en fait sur les deux dynamiques qui se sont mis en place de manière concomitante. En fait, il faut imaginer que il y a à peu près un an, c'est finalement les acteurs des Pays de la Loire, les acteurs de la Nouvelle-Aquitaine et la FNCCR qui sont retrouvés autour de la table. Alors, nous, on a eu la chance, en tout cas, d'être missionnés pour aider à structurer ce réseau. Mais voilà, en tout cas, ce projet, cette montée en puissance et en compétences aussi croisées des acteurs a mis à peu près un an à se structurer. Et aujourd'hui, finalement, c'est le résultat de toute cette dynamique qu'on vous témoigne. Alors, Laurent, je te propose de revenir justement sur comment ça s'est passé concrètement côté Pays de la Loire. Chargé de mission efficience et développement durable au sein de la MAPES en Pays de la Loire. Alors la MAPES, tout d'abord pour présenter, nous sommes une structure régionale, l'acronyme voulant dire mission d'appui à la performance des établissements sanitaires et services médico-sociaux, tout statut juridique confondu, public, privé lucratif, privé non lucratif. On est financé à 100% par l'Agence régionale de santé, l'ARS Pays de la Loire, et on est copiloté par les fédérations représentant les secteurs sanitaires et médico-social de la région Pays de la Loire. Juridiquement, nous sommes rattachés au CHU de Nantes. La cible de notre action, c'est de monter en compétence les professionnels de santé, pas que sur le thème de l'énergie, mais entre autres sur l'efficacité et la transition énergétique et pour ma part sur le développement durable. Plusieurs modalités d'action. Nous sommes un dispositif avec des principes d'action comme l'information, relais de la veille réglementaire notamment, former, partager, outiller, accompagner et puis aider à financer. L'exemple est concret aujourd'hui avec des apports certains côté Agence régionale de santé Pays de la Loire d'une part et aussi avec la FNCCR. Slide suivante. Désolé, il y a un petit temps. Voilà, c'est bon. Donc, en plusieurs temps, on va vous présenter la cible et puis après, concrètement, comment on a créé ces mariages de territoire. Alors, la cible, c'est de se dire que sur la région Pays de la Loire, on a 5 départements. Vous avez un code bleu, ce sont les établissements sanitaires, d'une part, et puis en vert, le code pour les établissements médico-sociaux. Enfin, on a en face de nous 1633 structures sanitaires et médico-sociales, tout statut juridique confondu. Vous retrouvez le détail par département au besoin. Et pour vous dire en termes de proportion, c'est la partie basse du tableau à droite, nous avons 30% de structures publiques, le reste étant du privé, d'une part privé non lucratif à hauteur de 64% et 6% pour le privé lucratif. Ce qui veut dire que dans la cible FNCCR, vous voyez, on est sur 490 établissements publics sanitaires et médico-sociaux dans le périmètre de la convention pensée. Le reste, on va y voir tout de suite après sur la slide suivante comment on a amené l'implication de l'Agence régionale de santé. Alors, ce dispositif, alors PNL veut dire privé non lucratif. La dynamique régionale, elle est singulière, c'est-à-dire que la MAPES, il n'y a pas d'autres MAPES dans d'autres régions en France. Donc, c'est important de le dire parce qu'il y a une importance du réseau à constituer derrière depuis plusieurs années. La dynamique, on peut rester sur la slide précédente, Pierre-Yves. On est sur un dispositif qui existe depuis juin 2018 et qui est mené depuis juin 2018 sous l'égide de l'ARS Pays de la Loire. On a plusieurs partenaires, on va les citer par la suite. Slide suivante. Voilà, la jeunesse du dispositif, aujourd'hui, on a autour de la table l'ARS Pays de la Loire, alors représentée là par moi-même pour le compte de Ménard Prud'homme, l'interlocuteur agence, mais on a bien l'ARS qui est présente et qui est centrale sur ce dispositif, mais on a d'autres partenaires. On a commencé en juin 2018 avec l'ADEME, délégation Pays de la Loire, avec la proposition d'un dispositif CEP voulant dire conseiller en énergie partagée. On retrouve ce dispositif dans les collectivités avec l'ADEME, avec un réseau de 300 CEP collectivités. Donc, l'ADEME, à l'époque, a voulu s'ouvrir, en tout cas en région de Pays de la Loire, sur le secteur de la santé, avec la proposition d'un accord cadre de partenariat entre l'ARS Pays de la Loire et l'ADEME Pays de la Loire sur la thématique du développement durable, plus globale que l'énergie, mais avec un axe prioritaire qui est l'efficacité et la transition énergétique en faveur des énergies renouvelables.
Cet apport de l'ADEME s'est concrétisé par un cofinancement d'un poste de conseiller en énergie partagée, donc un ETP présent sur le territoire ligérien pour 1633 structures depuis juin 2018 jusqu'à mai 2021. L'autre partie du cofinancement étant assurée par l'ARS Pays de la Loire. Le temps avance, nous arrivons à la fin de la convention avec l'ADEME Pays de la Loire. Comment allons-nous pérenniser ce dispositif qui a pris un bel envol en 3 ans de temps? L'ADEME se retirant, on se dit, tiens, quels sont les partenaires qui voudraient percer aussi sur le secteur de la santé? Et là, on a la chance, en effet, de trouver la FNCCR. On s'est bien trouvé sur cette intelligence commune. Le secteur de la santé souhaite aller vers l'énergie. Le secteur de l'énergie représenté par les collectivités avec la FNCCR souhaite percer dans le secteur de la santé. Que pouvons-nous faire ensemble? On arrive avec cette proposition de la Convention pensée en Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire, objet de la présente présentation. Donc, nous avons depuis juin 2021, avec échéance septembre, voire décembre 2023, une convention pensée signée par la FNCCR, d'une part, l'ARS Pays de la Loire, d'autre part, la MAPES en tant que porteur régional, avec plusieurs aspects que Hélène vient d'évoquer, notamment la mise en place d'économes de flux, donc de la ressource humaine sur le terrain et au niveau de la coordination régionale. On va y venir juste après. Et on a souhaiter donner une identité à ce dispositif en région Pays de la Loire comme en Nouvelle-Aquitaine, et nous l'avons appelé ETE pour efficacité et transition énergétique, avec le logo que vous retrouvez en bas à droite. On peut aller sur la slide suivante, s'il te plaît. Alors, on a parlé d'un ETP donc, depuis juin 2018, mais on s'est rapidement aperçu avec l'agence, puis les établissements, que la demande était très grande et qu'avec un ETP, on n'arriverait jamais, bien sûr, à répondre à une demande aussi importante. Quels sont les besoins des 1633 bénéficiaires finaux? Donc, on s'est posé plusieurs questions. Comment allons-nous dimensionner ce dispositif d'efficacité et transition énergétique? Avec quel financement? Comment aller plus près du territoire, en proximité? Donc, une majeure partie de ces réponses se trouve dans la présentation juste après. Voilà, vous avez sur la partie gauche de votre écran le dispositif tel qu'il a existé pendant 3 ans sous convention ARS-ADEME avec la MAPES, un ETP de conseiller en énergie partagée pour 1633 structures. L'esquisse du dispositif ETE, vous l'avez à droite, se dire on va changer d'échelle, on va toujours garder cet aspect coordination régionale, mais on va avoir besoin d'avoir des personnes de terrain. Et là, vous avez des cercles sur chacun des départements, 5 cercles pour les 5 départements. On va recenser le besoin et la capacité des territoires à s'approprier le sujet de l'efficacité de transition énergétique, mais pas en restant centré sur le secteur de la santé, en s'ouvrant à des partenaires nouveaux représentés par les collectivités, par les syndicats d'énergie, les autorités organisatrices de la distribution d'énergie, et on ambitionne de le faire à hauteur de 7 ETP qu'on appelle des économes de flux. Vous voyez, il y a plusieurs jargons, côté CEP, côté économe de flux, peu importe, l'idée c'est d'amener de la ressource sur le terrain, en proximité, pour avoir une force de frappe. On peut avancer. Voilà, vous l'avez retraduit de façon littérale en tant que de besoin. Depuis juin 2021 jusqu'à fin 2023, on est sur une convention financière pensée entre l'ARS Pays de la Loire, la FNCCR, la MAPES, mais aussi 10 partenaires territoriaux pour apporter notamment 7 postes d'économes de flux. Et c'est la slide suivante qui l'explique, avec l'identification notamment des partenaires, collectivités d'une part, secteur santé d'autre part. Pourquoi changer d'échelle? Changer d'échelle parce qu'on s'aperçoit qu'on a besoin de gagner en force d'accompagnement et en proximité. La réponse, c'est de mettre des agents, des personnes sur le terrain pour qu'ils accompagnent individuellement un plus grand nombre de bénéficiaires. Cette action de proximité, elle ne peut avoir de sens à notre esprit que s'il y a une coordination régionale, puisque notre financeur commanditaire étant l'Agence régionale de santé. On a aussi besoin de rendre des comptes au niveau national sur quelles sont les avancées du territoire ligérien en matière d'efficacité de transition énergétique. Donc, on a une organisation à 2 niveaux. Une organisation de terrain, avec les conseillers en maîtrise de l'énergie, et on a une organisation régionale avec un positionnement de la coordination régionale qui aura une vocation d'animation, de création d'outils régionaux, de formation, de marché groupé, de reporting envers le national. Bref, une structuration complète, réplicable envers les autres régions en tant que de besoin. Voilà, vous avez une animation que tu peux dérouler, Pierre-Yves. Ouais. Nous sommes là sur le dispositif réel. Donc, on est la slide de synthèse pour un ici, un dispositif ETE, efficacité de transition énergétique, porté par une coordination régionale avec la MAPES, cofinancé par l'ARS d'une part,
par la FNCCR d'autre part, mais aussi il y a quand même un reste à charge des établissements, c'est important de le souligner, ce n'est pas du tout gratuit, hein. Il y a vraiment une prise en considération financière par les établissements bénéficiaires finaux, et avec une liste de partenaires que vous trouvez à droite, il reste un clic à faire, Pierre-Yves, pour avoir Ouais. d'une part les établissements de santé, 5 établissements de santé ici représentés, et 5 autorités organisatrices de la distribution d'énergie. Ce qui veut dire que par département, on a un binôme de territoire, slide suivante, pour avancer sur le dispositif d'efficacité de transition énergétique sur 4 axes. Vous voyez les territoires sur la gauche de votre écran, les CME, l'acronyme CME voulant dire conseiller ou conseillère en maîtrise de l'énergie. Nous avons 5 CME, un sur chacun des départements, subventionnés à 100%. C'est-à-dire qu'il y a un cofinancement ARS et FNCCR pour qu'il n'y ait pas de reste à charge sur la ressource humaine. Ces personnes vont être sur le territoire pour accompagner les établissements. Et pour aller au-delà de l'accompagnement humain, il y a bien sûr besoin de mettre le pied à l'étrier pour avoir des études techniques qui sont financées, subventionnées jusqu'à 60%, de l'outillage et instrumentation qu'évoquait aussi Hélène, à hauteur de 50%. On retrouve en fait là les 4 postes qui étaient présentés par Hélène. Et en effet, à un moment donné, ça a été un choix de dire, finalement, sur les ressources humaines, il faut pouvoir débloquer le dispositif rapidement. Et donc, on n'attende pas forcément une contrepartie des établissements. Hein, c'est bien ça, Laurent. Il fallait, l'ARS Pays de la Loire a fait le choix de dégainer assez rapidement pour dire on est dans la continuité d'un dispositif qui a marché. Et ce qui a marché, en fait, c'est mettre le pied à l'étrier avec un reste à charge minime financier pour les établissements qui ne font pas de cet axe véritablement une priorité. Et donc, c'était une action importante à mener avec un appui notamment financier par des partenaires. Ouais. On peut aller sur la slide suivante. Il me reste 2 slides à faire. Voilà, cette ingénierie de proximité a la vocation notamment d'apporter de la réactivité et du suivi dans la durée des bénéficiaires finaux. C'est-à-dire qu'on ne mène pas juste un audit énergétique qui reste dans un tiroir ou dans une armoire. Non, le conseiller en maîtrise de l'énergie, l'économe de flux, il va sortir cet audit énergétique, l'éplucher, voire même rédiger le cahier des charges, vous aider à la rédaction du cahier des charges pour s'assurer qu'ensuite, il y a un réel plan d'action et un déroulé du plan d'action. Et ce conseiller ou cette conseillère en maîtrise de l'énergie va s'assurer justement de la mise en œuvre des actions d'efficacité et de transition énergétique. Ça, c'est le premier point. Et puis, sans une connaissance de l'écosystème local, le CME, enfin l'établissement, est un peu sec pour engager sa transition et ses démarches de maîtrise de l'énergie. Il y a nécessairement besoin de connaître les acteurs du territoire, syndicats d'énergie, collectivités, services de l'État comme la DREAL, les relais ADEME, les relais donc énergie renouvelable de l'ADEME, les bureaux d'études. Bref, le CME, la ressource humaine de territoire, elle a vocation à identifier quels sont les partenaires clés pour avancer les actions d'efficacité et de transition énergétique. Le deuxième point, c'est que ces aides financières ont été comme un tremplin pour se lancer. C'est ce que je pouvais dire juste avant. Voilà, la montagne, elle est moins difficile à gravir. Le reste à charge est atténué pour les bénéficiaires finaux, aussi bien sur les études énergétiques que sur les outils et instrumentation, et bien sûr sur la partie ressources humaines. Dernière slide, s'il te plaît, Pierre-Yves. Voilà les résultats attendus. Sur la première période, avant l'accompagnement FNCCR, en 3 ans de temps, qu'a pu faire le conseiller en énergie partagée? Alors, il y a 300 actions, mais c'est même plus que 300 actions en actualisant les données. Ça va aussi bien de la hotline pendant 5 minutes au téléphone, 10 minutes avec l'établissement sur un conseil lambda, que de l'accompagnement individuel de terrain sur plusieurs jours, audit de l'existant, plan d'action déroulé avec l'établissement, avec à la clé des résultats probants entre 7 à 15% d'économie d'énergie réalisées par les établissements accompagnés individuellement. Mais ces 7 à 15%, entendez, c'est quasiment sans travaux. On y viendra un petit peu par la suite si vous le souhaitez. Il n'y a pas forcément besoin d'engager des travaux avec des actions onéreuses. Il est possible de travailler sur des choses qui ne sont pas de l'enveloppe. Et donc, juste sur la partie usage, réglage, sensibilisation, on peut voir qu'on a des leviers majeurs rapidement. Sur la nouvelle ère, ce qu'on appelle la nouvelle ère, c'est le fonctionnement avec la FNCCR, avec le dispositif ETE. On ambitionne d'accompagner 200 établissements individuellement en 2 ans, d'ici fin 2023. Ce qui veut dire que c'est 5 à 10 jours d'accompagnement par établissement, par bénéficiaire, par conseiller en maîtrise de l'énergie. On a théoriquement imaginé un dispositif où chaque conseiller en maîtrise de l'énergie pourra accompagner 15 bénéficiaires finaux par an, ce qui fait à l'échelle du territoire régional 200 établissements et ce qui veut dire derrière
un nombre encore plus important de bâtiments à accompagner. Enfin, on ne laisse personne sur le quai de la gare, c'est le leitmotiv en Pays de la Loire. Tous les établissements ciblés sont accompagnés collectivement, peu importe le statut juridique, peu importe la taille de l'établissement, qu'il soit assujetti ou non au décret tertiaire, par la mise à disposition des outils du dispositif. Vous retrouvez les liens. Nous avons fait des webinaires, des kits sur le décret tertiaire avec l'ANAP, la base documentaire régionale sur le TE en santé. Et enfin, on invite tous les établissements qui le souhaitent à participer aux formations que nous dispensons en région sur le sujet de l'efficacité et transition énergétique. J'en ai bien évoqué ce qui se passait en Pays de la Loire. Je laisse la parole à présent aux agences et notamment à la Nouvelle-Aquitaine. Et je terminerai juste en disant que sans l'appui FNCCR, ARS Pays de la Loire, en effet, cette démarche, elle n'aurait pas pu voir le jour, en tout cas avec l'ampleur qu'elle prend aujourd'hui. Oui, merci Laurent pour ce témoignage. Donc, le focus sur Pays de la Loire, on le voit, il y a un contexte aussi qui est particulier. La MAPES, comme tu le disais, n'existe pas dans toutes les régions. Donc ça a été aussi un point fort. Et comme tu l'as souligné aussi, donc l'appui évidemment de la FNCCR était essentiel, mais aussi cette capacité de l'ARS, et je pense à deux niveaux d'intervention, déjà à bien nous aider aussi à décrypter qui étaient tous les acteurs du territoire. Alors, on en avait cette connaissance, bien sûr, mais à un moment donné, d'accéder aux fichiers, de savoir combien d'établissements étaient présents, quelle typologie d'établissements. On a eu des longs échanges, notamment avec la FNCCR, pour savoir si qui on souhaitait cibler en priorité. Est-ce que c'était d'abord le sanitaire et ou le médico-social? Et puis, on s'est aperçu que finalement, il fallait surtout pas se mettre trop de barrières sur la typologie des établissements à cibler, mais travailler avec ceux notamment qui étaient prêts pour pouvoir justement aller jusqu'au concret, c'est-à-dire à la réalisation de travaux. Voilà, donc c'est arrivé aussi au bon moment, au niveau du bon moment en termes de maturité du projet de l'établissement. Donc, je vais passer la parole avant de passer à Nouvelle-Aquitaine, puisqu'il y a finalement un peu ce rôle de pivot de l'ARS, à la fois en Pays de la Loire et à la fois en Nouvelle-Aquitaine, qui a permis justement la réalisation concrète de cette opération. Alors, on a la chance d'avoir Monsieur Kegnol et Monsieur Nanex, qui sont de l'ARS. Si vous voulez dire quelques mots un peu sur sur le rôle, c'est vrai que l'ARS n'est pas forcément toujours connu de la part des collectivités. Donc revenir rapidement sur le rôle et puis voilà, dire pourquoi ces projets sont importants, en tout cas pour vous aujourd'hui. Bonjour, donc je suis Jean Kegnol, ingénieur de l'équipement à l'ARS. On a dans chaque ARS normalement une personne, un ingénieur qui est chargé des questions d'investissement immobilier. Et j'interviendrai avec Alain Nanex, là, mon collègue qui est en binôme sur cette région. Et donc, nous excusons Bernard Prudhomme-Lacroix qui est sur les Pays de Loire, mais je pense que le discours de Bernard serait identique au nôtre. Effectivement, Pierre-Yves, c'est quoi une ARS? Tout le monde n'a peut-être pas forcément connaissance précise du rôle de l'ARS. L'ARS, c'est un établissement public administratif qui est chargé d'appliquer la politique de santé du gouvernement. Donc, c'est avant tout une structure administrative et alors, nous ne sommes pas un service déconcentré, mais on a absolument les mêmes prérogatives régaliennes et non régaliennes qu'un service déconcentré de l'État. Donc, nous devons avant tout faire respecter les lois, règlements et instructions du ministre de la Santé. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais quand même, moi, rappeler quand même le contexte du sujet dont il est question aujourd'hui. Le contexte, en fait, bon, on ne va pas remonter à des dizaines d'années en arrière, mais c'est quand même la loi Elan qui, en 2018, a imposé, dans le cadre de certains de ces articles, une obligation de rénovation énergétique des établissements, des établissements notamment publics, mais aussi des établissements tertiaires, et une obligation de décarbonation des mêmes établissements. Donc, en fait, cette loi Elan de fin 2018, elle préfigurait où elle annonçait les textes sur le décret tertiaire et sur la RE 2020 qui, effectivement, sont aujourd'hui en cours de publication. Le deuxième paramètre, en fait, le deuxième élément de contexte, c'est un hasard, mais c'est tombé au même moment, j'ai envie de dire, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est la crise sanitaire et toutes les discussions qui ont eu lieu à la suite de cette crise sanitaire ou pendant cette crise sanitaire et que nous, on a appelé le Ségur de la santé, en fait,
puisque vous savez que dans le cadre de cette crise, il y a eu l'hôpital a été, je dirais, très mouvementé et que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour améliorer la situation dans les services hospitaliers. Donc, le Ségur de la santé, en juillet 2020, dans les conclusions, a fixé un certain nombre de mesures, d'amélioration, alors qui portaient à la fois sur le personnel, sur les activités, mais aussi sur la question de rénovation énergétique. Et il y a la mesure 14 du Ségur de la santé qui dit qu'il faut accélérer la transition écologique. Donc ça, c'est une des mesures du Ségur de la santé qui, effectivement, est une mesure, alors ce n'est pas la loi, mais c'est une mesure qui est une direction du gouvernement, une décision gouvernementale qui est importante. Et puis, dernière chose, c'est que ce Ségur a donné lieu, depuis le début de l'année 2021, à des choix budgétaires extrêmement ambitieux, puisqu'on appelle ça le plan d'investissement. Enfin, sur la partie investissement, le Ségur a donné lieu à des choix budgétaires, aussi bien pour le champ sanitaire, les hôpitaux, que pour le champ médico-social, maisons de retraite notamment. Cette mesure, ou ce plan d'investissement Ségur fait l'objet actuellement, là, c'était hier en Nouvelle-Aquitaine, fait l'objet de ministres et de déclarations gouvernementales. Hier, le ministre de la Santé, le Premier ministre, était à Angoulême, et où les membres du gouvernement annoncent effectivement de quelle manière ces investissements vont être déclinés au niveau local. En Nouvelle-Aquitaine, par exemple, les hôpitaux seront aidés sur la période de plan, c'est-à-dire pour les 10 années à venir, à hauteur de 684 millions d'euros, et les maisons de retraite à hauteur de 93 millions d'euros. Ça fait environ, l'ordre de grandeur, pour vous donner une idée des établissements touchés, c'est environ 120 dans la région, 120 établissements hospitaliers et 100 maisons de retraite. Oui, il y a eu en effet, il y a notamment Olivier Véran qui est venu annoncer un certain nombre de mesures, je crois, ce jeudi à Angoulême, en tout cas pour ce qui concerne la région Nouvelle-Aquitaine, si je ne me trompe pas. Et voilà, et sur toutes les régions, vous avez en fait le Tour de France par les ministres. Il y a eu Madame Bourguignon qui est venue lundi, Olivier Véran qui est venu hier. Donc Madame Bourguignon était à Mont-de-Marsan, Olivier Véran était à Angoulême. Mais dans toutes les régions, il y a eu des visites ministérielles qui ont fait l'objet de communiqués de presse dans chaque la suite de chaque visite. Donc vous pouvez retrouver sur Internet en fait tous les communiqués de presse. Et bon, la somme de ces communiqués de presse est effectivement aboutit à ce qu'on appelle le plan d'investissement Ségur, qui va se décliner sur plusieurs années. Mais bon, voilà, là, on en est aux premières décisions qu'ils ont prises. Et ce que je voulais dire à ce sujet, c'est que, alors, je le disais tout à l'heure, est-ce que c'est une coïncidence heureuse ou malheureuse, je n'en sais rien, mais que ça tombe au moment où nous discutons depuis maintenant un an avec la FNCCR et avec les collègues de la région Pays de Loire, nous discutons de cette question des économies d'énergie. Et en fait, la logique, c'est de dire que pour réaliser tous ces travaux, et dans tous ces travaux en fait dont je parle, les 240 établissements en Nouvelle-Aquitaine, mais c'est environ 150 établissements en Pays de Loire aussi, puis c'est une région un peu plus petite. Pour réaliser tous ces travaux, le fil conducteur, c'est quand même la transition écologique et énergétique. C'est-à-dire que la règle du jeu qu'on se fixe, c'est certes que la priorité, comme vous le disiez tout à l'heure, c'était qu'il y ait une qualité et une organisation de soins qui soient optimisées, mais le fil conducteur et le fil rouge de tous ces travaux, c'est tout de même que ces améliorations organisationnelles soient aussi conjuguées à des améliorations énergétiques et écologiques. Donc, en fait, l'instruction des dossiers, les ARS qui instruisent ces dossiers de financement, elles les instruisent à l'aune aussi de la qualité environnementale que représentent tous ces projets. Donc, pour reprendre les propos de Hélène Allaire tout à l'heure, le passage à l'acte, c'est-à-dire réaliser les millions d'investissements dont je viens de parler, ne peut être pertinent que dès lors qu'une étude préalable a été faite. Et c'est là où, effectivement, je repasserai la parole ensuite à Bernard Jourdain, mais une étude préalable a été faite et où une prestation d'ingénierie aura pu effectivement mesurer ou accompagner les établissements dans leurs projets, parce qu'on ne peut pas… Donc finalement, cette opération vient Monsieur Queignol, vient à point nommé, puisque ça s'est préparé en amont. Ça permet d'avoir de l'expertise en fait sur le terrain, qui peut être mobilisée de manière
en plus accessible rapide et gratuite quelque part, en tout cas dans un premier temps, et finalement qui va permettre de mieux orienter finalement ces investissements qui vont être faits notamment sur tout ce qui est bâtiment, rénovation du bâtiment. Exactement. Alors, je vais pas, Ouais. juste la parole à Alain Nex pour dire que le décloisonnement en matière, puisque le titre de ce webinaire, c'est le décloisonnement. Le décloisonnement, nous, il a été effectivement vécu à plusieurs degrés ou à plusieurs niveaux. D'abord, un décloisonnement régional dont on a parlé tout à l'heure. On a effectivement travaillé la main dans la main avec les Pays de Loire. Et moi, je pense qu'on peut se féliciter les uns et les autres que ce travail était mené de façon aussi j'ai presque envie de dire, efficace et conviviale et rapide. Un décloisonnement aussi avec les opérateurs économiques. On a effectivement, à l'occasion de ces discussions, travaillé avec des collectivités, avec les fédérations, avec la DREAL, qui est la direction de l'écologie dans la région, avec certains conseils départementaux. Donc, je dirais, ces échanges qui, initialement, n'étaient pas très nombreux auparavant, nous ont permis aussi, les uns et les autres, de prendre conscience des problématiques et des sujets qui étaient… De chacun, de décloisonner, en effet, comme on l'a bien positionné en titre, en effet, de cette conférence. Juste, Monsieur Kenyol, ce que je propose, c'est que Monsieur Nanex, éventuellement, pourra compléter une fois l'intervention de Bernard, parce que Bernard a une contrainte horaire, il doit nous quitter à midi, et je tiens aussi en particulier à ce qu'on puisse avoir un temps d'échange qu'on ait au moins 20 minutes, en tout cas, d'échange avec les participants. Donc, ce que je propose, c'est je passe la parole à Bernard. Merci, Monsieur Kenyol. Et puis ensuite, je donnerai également la parole à Marie-Hélène. Bernard, si tu veux bien intervenir donc de manière un peu succincte, on les a vus, les éléments de contexte, mais voilà, sur le trait concret de ce qui s'est passé en Nouvelle-Aquitaine. Merci Pierre-Yves. Effectivement, est-ce que tu veux passer directement à la slide 26? Comme ça, on va pouvoir… tout ce qu'a dit Laurent sur Pays de Loire se passe sur Nouvelle-Aquitaine. Donc aujourd'hui, Nouvelle-Aquitaine, c'est un territoire beaucoup plus important que Pays de Loire. Vous voyez qu'on a 12 départements, alors que Pays de Loire en a 5. Et donc, on a, en termes de structure, on va travailler uniquement dans le cadre avec la FNCCR, uniquement sur les bâtiments publics. En différence avec Pays de Loire, nous n'intégrons pas les bâtiments des structures privées. Donc, Nouvelle-Aquitaine, vous voyez ici le nombre d'établissements publics, peut-être 184. Donc, dans la démarche, tu veux passer à la suivante, Pierre. Dans la démarche, on a questionné via la FHF les établissements qui souhaitaient être intégrés au réseau. Aujourd'hui, avec le questionnaire qui a été lancé, aujourd'hui, on a donc 5 économes de flux qui vont être positionnés sur la région et qui vont s'occuper de 105 bâtiments. Donc, un à Niort qui fait mi-temps économe de flux, mi-temps coordinateur pour l'ensemble de la région, un économe de flux à Bordeaux, un à Pau, un à Angoulême et un au sud d'Imolle. Vous voyez qu'un économe de flux s'occupe de 2 départements. Donc, vous voyez que Bordeaux s'occupe de la Gironde et du Lot-et-Garonne. On passe à la suivante, Pierre-Yves. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Laurent, vous voyez que le mode de financement, c'est bien des financements FNCCR qui, y compris en Nouvelle-Aquitaine, sont complétés par l'ARS, qui a souhaité que sur les ressources humaines, le coût soit à 0, de manière à ce que les établissements puissent engager des démarches. Et puis, bien sûr, quand vous faites un audit énergétique, les établissements auront aussi une part à leur charge. L'ensemble de ces financements vont permettre de lancer les actions proposées vers les bénéficiaires, soit des bureaux d'études, soit des autres projets. Et on passe à la suivante. Donc, pour les établissements, accompagnement de l'économe de flux, des aides financières pour des études, des outils et de la maîtrise d'œuvre. Le but, c'est vraiment qu'on aille jusqu'aux travaux. C'est vraiment les enjeux qui nous sont donnés par la FNCCR. Et donc, répondre aussi en parallèle au décret tertiaire que tout le monde doit pouvoir mettre en œuvre. Et puis, comme on le dit souvent, s'engager dans un projet de transition ou de transformation énergétique. On voit que c'est un projet collectif, partagé par tous, avec les établissements, l'ARS et la FNCCR. Dans ce projet-là, nous aussi, on a des contacts avec certaines collectivités qui ont souhaité soutenir le projet. On peut parler de l'agglomération de Niort ou d'Angoulême, ou de Dax, ou de Pau. Voilà, ces gens-là ont souhaité aussi donner et montrer leur intérêt. Toujours le lien entre établissements de santé et collectivités. Et on aura quelques EHPAD à traiter dans le cadre
les collectivités. La suivante, Pierre-Yves. Donc, ben, tout à l'heure, Laurent l'a dit aussi, vous voyez, il y a une mode de financement, hein, études énergétiques, audit, 60%, les ressources humaines, 60%, et 100%, parce que c'est complété par les 40% qui arrivent de l'ARS. Comme l'a dit Laurent, sur nos deux régions, une communication commune, ETE, efficacité et transition énergétique, qui sont donc aujourd'hui regroupés deux projets, le projet FNCCR et le projet CNSA DGOS, dont Marie-Hélène Orset pourra vous présenter les détails. Donc, c'est vraiment ces deux projets qui construisent l'efficacité et la transition énergétique dans nos deux régions. Et donc, ETE a vocation à exister le plus longtemps possible, et c'est pour ça qu'on a mis en place ces logos et cette charte graphique commune. Ça arrive ? Voilà, donc ça vient illustrer en effet. Voilà. Donc, l'idée aussi de Voilà. faire quelque part tout bêtement des économies aussi d'échelle, c'est de la cohérence en termes de visibilité, mais c'est aussi mutualiser les outils, tout simplement, pour éviter de refaire deux fois la même chose. C'est ça, et puis il y a d'autres choses, hein, c'est qu'il y a une certaine dynamique avec la FNCCR, qui est devenu le point commun entre nos deux régions, c'est de créer une dynamique et de comparer les deux régions, voir les deux démarches, de comparer. Donc on analysera les deux méthodes, hein, les deux outils, et à la fin, en fin 2023, on va pouvoir regarder les deux démarches, créer une méthodologie, peut-être un peu type, pour pouvoir aussi les diffuser ailleurs. Oui, puisque quand on regarde finalement les deux projets, on a d'un côté la MAPES, qui est une structure vraiment dédiée aux établissements à l'échelle régionale, aux établissements de santé, qui a travaillé pour les acteurs publics, mais aussi privés. Là, on voit à côté Nouvelle-Aquitaine, on part finalement d'une initiative d'un centre hospitalier qui est celui de Niort, donc pas de structure régionale déjà en place comme Pays de la Loire. Et puis des mariages qui sont un peu différents, hein, des mariages entre guillemets entre des groupements hospitaliers de territoire et des syndicats d'énergie côté Pays de la Loire, et puis des mariages côté Nouvelle-Aquitaine qui sont plus entre des collectivités et des établissements de santé, également des GHT. Voilà. Donc il y a des points, on va dire, similaires, et puis il y a des différences. Je sais que notamment côté Nouvelle-Aquitaine, en effet, la FHF, la fédération, donc il y a un élément aussi important dans la mise en place de ces dispositifs, c'est comment finalement sont mobilisées ces fédérations du secteur de la santé pour être facilitateurs aussi de ces dynamiques. Bernard, est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose? Non, je crois que c'est le titre de la présentation. Je crois qu'on est arrivé grâce à ce projet. Nous, effectivement, comme tu le dis, on n'a pas de MAPES, donc c'est le CH de Niort qui porte le projet. L'avantage, c'est qu'on a créé des nouveaux partenariats, y compris avec la FNCCR, à qui on les a un peu acculturés au secteur de la santé, ce que ça pouvait être. Ils nous apportent encore, y compris avec les économes de flux, beaucoup de formations, beaucoup d'outils. Donc, il y a ces liens, parce qu'on a tous, à un moment donné, des objectifs communs à réaliser, et on voit que c'est possible au niveau d'un territoire ou de territoires. Bien, merci Bernard. Alors, on pourra peut-être revenir sur les perspectives donc pour le Pays de la Loire et pour Nouvelle-Aquitaine. J'aurais bien voulu faire intervenir Marie-Hélène qui nous donne son éclairage. Alors, Marie-Hélène donc de la NAP, qui a bien voulu finalement participer. Ce n'était pas forcément prévu initialement, mais ça nous semblait très important, en tout cas, qu'à un moment donné, il y ait une connexion entre ces dynamiques régionales et interrégionales avec justement les initiatives qui sont portées au niveau national. Donc, j'ai proposé à Marie-Hélène d'intervenir, qui a accepté gentiment. Voilà, il n'y a pas forcément de slide de présentation. L'idée, c'est de revenir sur deux choses principalement, Marie-Hélène, si tu veux bien, sur le rôle de l'ANAP sur ces sujets, on va dire, de RSE et de transition énergétique, en lien aussi avec le bâtiment, puisque tu as la casquette aussi immobilière au sein de l'ANAP, et puis revenir aussi sur l'AMI et l'intention qu'il y a derrière de la part donc, de l'agence. Voilà, si tu peux y revenir, et puis ensuite, on reviendra un peu sur les perspectives de manière un peu croisée, et si possible avec des questions, notamment des personnes qui participent à cette conférence. Marie-Hélène, je te laisse la parole.
Oui, merci beaucoup, Pierre-Yves. Effectivement, j'ai accepté fort volontiers parce que ça me paraît très important. Toutes ces initiatives, elles sont articulées et finalement, c'est aussi la force du terrain qui donne la force au national. Alors peut-être un mot effectivement sur la présentation de l'ANAP. C'est une agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et des structures médico-sociales. On est une agence publique d'une centaine de collaborateurs avec un objectif d'accompagner et d'outiller les professionnels de santé et les professionnels du champ médico-social dans l'évolution des organisations. Alors, notre rôle, c'est de formaliser et modéliser les bonnes pratiques organisationnelles qui émanent du terrain. Et là, on vient d'en avoir vraiment deux très bels exemples dont on reviendra dessus au niveau de l'exemplarité nationale pour finalement mutualiser, faire monter en compétences l'ensemble des autres professionnels de terrain et mettre à disposition toute cette matière au plus grand nombre. C'est d'être catalyseur et accélérateur également des changements à fort impact pour le secteur. Et évidemment, la transition écologique, c'est un axe fortement porté par l'ANAP sur ces sujets-là. Alors, l'ANAP est engagée dans l'accompagnement des établissements de santé sur le sujet de la transition écologique depuis au moins 2019, en tout cas par 3 actions structurantes. D'abord, par la constitution d'un réseau de professionnels qui échangent, qui co-construisent des solutions. Et Bernard comme Laurent font partie de ce réseau-là. Et évidemment, leur expérience dans les domaines qu'on vient d'évoquer ont été extrêmement cruciales et ont fait aussi prendre conscience à d'autres professionnels de la manière dont on pouvait s'y prendre. Après, il faut aussi une synergie régionale qui là a été portée par 2 ARS. Et ça, évidemment, c'est aussi la mayonnaise qui peut prendre quand il y a l'ensemble des acteurs qui sont mobilisés. Et puis, le deuxième axe, c'est la production d'outils. Et le troisième, c'est l'accompagnement des établissements. Et dans notre cas, en cas d'espèce, à partir des fonds du Ségur et de la mesure 14, M. Kegnol en a parlé. Et effectivement, en septembre, au 30 septembre de cette année, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt sur la transition, sur la transition énergétique et écologique en santé, avec 10 millions d'euros qui ont été mis sur la table par le Ségur de la santé pour créer 150 postes, alors qu'on a appelé des conseillers en transition écologique, énergétique écologique en santé, et des coordinateurs en région, parce que Laurent l'a dit, c'est fondamental d'avoir des coordinateurs en région. Alors, ces CTES, ces coordinateurs, voilà, c'est la même chose que les économes de flux et les CEP. Le CEP, c'est vraiment une connotation très ADEME. Donc, on a pris un autre vocable, mais je dirais la fiche de poste est exactement la même que celle qui nous a été présentée par Hélène Allaire, c'est-à-dire qu'on finance de la ressource humaine, de la ressource pour accompagner les établissements dans les bilans patrimoniaux, dans les actions à mener et dans le suivi des actions. On ne finance pas des travaux. Donc, 150 postes qui ont été financés au niveau du national. On a eu un jury hier qui s'est tenu pour pouvoir les attribuer. Peut-être qu'un mot sur l'esprit de l'AMI. 3 points, se regrouper sur son territoire. Donc, on entend aussi la corrélation avec ce qui s'est dit, pour garantir un périmètre qui couvre des établissements sanitaires, médico-sociaux, publics, privés, décloisonner, mutualiser. On ne peut pas financer un CTES par établissement, mais par contre, la synergie des actions est tout à fait profitable au plus grand nombre. Encourager chaque région à entrer dans une logique de coordination, telle que l'ont fait la Pays de la Loire et la Nouvelle-Aquitaine. Deuxième principe, s'articuler sur les dispositifs existants quand ils existaient en santé. C'est le cas de Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire qui vient de nous être présenté. Et c'est le cas aussi de Bourgogne-Franche-Comté qui a un dispositif avec un montage un petit peu différent qui s'appelle Reset.
Et sur ces 3 régions-là, l'appel à manifestation d'intérêt national venait s'articuler sur les dispositifs existants. Il ne venait pas les concurrencer et faire autre chose, il venait agrandir les dispositifs et s'articuler avec ce qui existe en région. Parce que là, c'est un point vraiment important. Je dirais que les opérations pilotes là, qui vous ont été proposées, elles ont été un véritable catalyseur, elles ont été cruciales pour la composition de l'AMI nationale. C'est à partir de ces exemples qu'on a été capable, de ces retours d'expérience, ils l'ont parfaitement explicité, qu'on donnait lieu à 1 an de travail, qu'on a pu capitaliser au niveau national pour donner des orientations sur un AMI qui soit opérationnel et faisable. Et donc, 3e point de l'esprit de l'AMI, c'est se rapprocher du réseau de CEP, d'économes de flux existants, des collectivités locales. On a eu aussi comme acteurs des agences locales de l'énergie qui sont venues porter dans d'autres régions que celle-ci des candidatures. Et c'est grâce à cette connaissance finalement technique qu'on a pu aussi embarquer des établissements de santé. Alors, ça a été un franc succès. Le jury, je vous le disais hier, on a eu une demande de 300 ETP, donc très clairement de double. On a eu 156 dossiers, donc dossiers de candidature mutualisés, qui ont embarqué derrière eux 5500 établissements de santé, médico-social et sanitaire. C'est assez phénoménal. 3/4 d'établissements médico-sociaux, ça c'est pour nous une bonne nouvelle parce que c'est aussi un secteur qui est assez démuni de ressources humaines, donc pouvoir financer la ressource pour eux, c'était important. Et 1/4 d'établissements sanitaires. C'est des fléchages assez complexes, à la fois qui émanent de la DGOS, donc qui est l'organe du ministère de la Santé, et de la CNSA pour financer le médico-social. Peut-être un autre chiffre intéressant à avoir, c'est qu'on emporte avec cette AMI plus de 40 millions de mètres carrés de surface de plancher. Et quand on a les chiffres en tête que vous avez rappelés en début de présentation, le secteur de la santé, c'est un peu plus de 100 millions de mètres carrés. Donc finalement, cette AMI nationale, il vient emporter région par région 16 régions qui sont embarquées, qui ont été couvertes sur 18. C'est assez énorme. On a 40% du patrimoine national qui va être embarqué pour les 4 prochaines années pour arriver à faire émerger cette dynamique territoriale telle qu'elle nous l'a été explicitée dans les 2 régions, Pays de la Loire et en Nouvelle-Aquitaine, qui sont parties en avance de phase. Les coordinateurs, c'est le dernier point peut-être que j'évoquerai, seront animés. Là, je rejoins Laurent Bizien. Il faut une animation des coordinateurs pour arriver à être optimal finalement dans ce qui va être produit. Il y aura donc une animation de l'ANAP des 17 coordinateurs en région qui seront désignés dans les prochains jours. Très bien, merci. Merci Marie-Hélène. On voit bien l'imbrication. Et ce qui est intéressant, en effet, c'est on parle de décloisonnement sur le territoire, collectivités et acteurs de la santé, mais on parle bien aussi de décloisonnement région nationale et au contraire, même collaboration étroite. Et ce qui est vraiment intéressant, en effet, c'est comme tu le soulignes, c'est que finalement, voilà, ce qui a été mis en œuvre, non seulement dans ces 2 régions, mais comme tu le cites également en Bourgogne-Franche-Comté, je ne sais pas si parmi les participants, on a des représentants de ce réseau, mais ils peuvent se manifester bien volontiers. En tout cas, on a voilà, finalement comment on vient capitaliser des retours d'expérience très opérationnels, de pas voilà, qui se sont menés notamment dans ces régions, et comment finalement vous avez pu accélérer au niveau national grâce à ces dispositifs voilà, qui se sont confrontés, je dirais, à la réalité du terrain, qui ont essayé de trouver des solutions, et notamment pour avoir participé à la structuration justement des deux projets régionaux. Il y a eu au moins 3 mois, à un moment donné, d'échanges justement sur le périmètre et sur la compréhension justement des acteurs de la santé, de la part des acteurs des côtés collectivités.
Et ça, finalement, tout ce travail-là, il a pu être aussi capitalisé à l'échelle nationale. Donc ça, c'est un premier point, décloisonnement régional-national. Ce que j'entends aussi, c'est le changement d'échelle. 150 équivalents ETP, il y a encore quelques années, on ne l'imaginait même pas. Donc, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est cette accélération qui s'est produite, notamment à l'échelle régionale, mais aussi à l'échelle nationale. Merci Marie-Hélène, en tout cas, pour ce témoignage et qui Merci montre bien la connexion. Et puis, les perspectives, en fait, là, on est sur une slide où, en effet, on avait Pays de la Loire et puis Nouvelle-Aquitaine qui commençaient à se projeter, puisque le dispositif est en place. Maintenant, comment ça va s'animer, comment ça va se piloter. Peut-être Laurent, si tu veux revenir juste sur les perspectives côté Pays de la Loire, et puis je pourrais laisser éventuellement la main à Monsieur Nanex qui souhaitait prendre la parole tout à l'heure sur la partie Nouvelle-Aquitaine. Oui, il y avait aussi une question du coup directement adressée à Marie-Hélène Orset de la part d'Agnès Giffard. Est-ce qu'il y aura un nouvel AMI pour répondre à plus de demandes ou de besoins ou une extension de l'enveloppe initiale de 10 millions d'euros pour aller au-delà des 150 postes? Alors, Oui. Alors là, je vais parler au nom de la DGOS et de la CNSA, puisque vous avez compris que l'ANAP, elle anime le dispositif, mais elle ne le finance pas. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout sur la table. Là, on est marge au Ségur de la santé. Et puis, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité. Il va d'abord falloir qu'on les absorbe, il va falloir qu'on les recrute, qu'on les anime et qu'on voit comment est-ce que ça se passe. Mais effectivement, il y a une volonté d'une dynamique régionale, région après région. Ce qu'il faut voir, c'est que là, vous avez 2 régions qui vous ont témoigné un dynamisme assez exemplaire. On n'est pas sur ce dynamisme dans toutes les régions. Donc, il y a un travail de fond aussi à faire avant même de se dire que on va encore plus embarquer. Il faut déjà embarquer ceux qui vont être là dans cette première vague d'AMI. Il n'y a pas aujourd'hui on n'a pas envisagé, on va déjà traiter ce qu'on a à traiter aujourd'hui avec ces 150 postes à recruter. Oui, il faut gérer aussi cette accélération et puis savoir temporiser pour bien stabiliser les choses. Très bien. Est-ce que ça répond alors? Ça répond à votre question. Ok. Laurent qui nous partage également donc le programme régional qui existe donc en Bourgogne-Franche-Comté. Laurent, je te repasse éventuellement la main parce que c'est vrai qu'il y a une question qui se pose aussi. Il y a une belle accélération, il y a du recrutement de personnes, mais finalement quelles sont les perspectives là sur les 2 ans à venir et les enjeux clés finalement? Je pense que Marie-Hélène a bien insisté sur la capacité des régions et de l'ANAP aussi à changer d'échelle. On va passer de quelques ETP au niveau santé sur l'efficacité de transition énergétique à plus de 150. Donc, comment chacune des régions se prépare à ce dynamisme? Alors, on voit qu'en région de Pays de la Loire, on a été capable de passer de 1 à 7. Ça s'est fait non sans mal, mais en tout cas, c'est possible parce qu'il y a des appuis, il y a déjà un réseau en place. Donc, les perspectives, au-delà des 7 ETP dont on a parlé tout à l'heure, et en écho à ce que Marie-Hélène pouvait dire sur l'AMI nationale de CTES, il y a eu 6 candidatures satellites en Pays de la Loire, ce qu'on appelait des candidatures satellites, c'est-à-dire qu'il y a eu des groupements d'établissements sanitaires et médico-sociaux qui se sont constitués, en plus du dispositif MAPES, pour candidater au dispositif national. Alors, Marie-Hélène le soulignait, le jury était hier, donc on est impatient d'attendre finalement, savoir si ces structures seront lauréates ou pas. Mais ce qui veut dire que si ces structures sont lauréates, potentiellement, ça fait 6 ETP en plus à l'échelle de la région. Donc, on passerait de 1 il y a quelques années à 7 présentement, voire plus 6 à 13 dans les mois à venir. Ce qui veut dire qu'il faut être capable d'absorber cette montée en puissance. Et cette montée en puissance, ça fait partie des perspectives. C'est comment on change d'échelle, parce qu'aujourd'hui, on accompagne 200 établissements environ, mais n'oublions pas la cible en Pays de la Loire, c'est 1600, c'est un facteur 8. Donc, comment allons-nous accompagner? Et ça fait partie des perspectives, c'est de définir, c'est le point numéro 2, c'est de définir la stratégie d'accompagnement individuel des bénéficiaires finaux après 2023, parce que notre objectif, encore une fois, c'est personne sur le cas de la gare. Donc, ça, c'est un sujet fondamental. On n'aura pas
l'appui de la FNCCR, de l'ARS ad vitam aeternam, peut-être sur ce sujet. Donc, on a besoin que les bénéficiaires finaux se disent que ce sujet d'efficacité transition énergétique, c'est un sujet dont ils ont besoin de s'accaparer, mais aussi dans leur modèle économique. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à des perspectives de financement de ces postes dès la fin 2023 et un peu plus tard, dès fin 2024, pour concernant l'AMI nationale CTES. Donc, il y a une dégressivité très clairement de l'aide financière aussi qui va s'installer parce qu'il faut responsabiliser ces bénéficiaires finaux sur le fait que les enjeux de l'efficacité de transition énergétique, c'est tout aussi important que les déchets, que l'alimentation, etc., etc. Enfin, le dernier point sur les perspectives en Pays de la Loire, c'est vraiment de continuer à travailler sur ce réseau. On sait qu'on a besoin de toutes les régions, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, toute l'Occitanie, bref, toutes les régions avancent sur le sujet avec des complémentarités évidentes. Exemple, le programme RESET en Bourgogne-Franche-Comté intègre les enjeux de la qualité de l'air pour répondre à une participante tout à l'heure qui posait une question sur les enjeux de la qualité de l'air. Oui, c'est prévu. L'ADEME France travaille sur une méthode nationale, la méthode ECRIN en l'occurrence que j'ai pu mettre dans le chat, pour répondre à ces enjeux avec le prisme de l'efficacité de transition énergétique, mais pas que. Bref, il y a vraiment des synergies et sous couvert, bien sûr, de travailler avec une consolidation de toutes ces animations régionales avec le national, et la NAP est ici présente pour le faire savoir. Très bien, merci. Merci Laurent. En effet, la question de l'élargissement aussi des thématiques, telles que c'est aussi précisé là pour le côté Nouvelle-Aquitaine, est importante. En effet, il y a une question sur la qualité de l'air et un problème bien spécifique. Alors, on ne va pas forcément s'attarder sur ce sujet dans le cadre de cette conférence, même si je pense qu'en tout cas, elle a bien été identifiée. Mais en tout cas, voilà, le sujet de la qualité de l'air en fait partie. Et puis, côté Nouvelle-Aquitaine, alors peut-être M. Kegnol ou M. Nanex, à voir si vous voulez évoquer les perspectives côté Nouvelle-Aquitaine, sachant que Bernard a dû nous quitter à midi. Côté Nouvelle-Aquitaine, il est question vraisemblablement d'ouvrir côté secteur privé et puis d'ouvrir même le champ des thématiques. Je ne sais pas si l'un d'entre vous, M. Kegnol ou M. Nanex, souhaite juste rebondir là sur ce point-là. N'hésitez pas, côté participants, à poser vos questions dans le chat. Alors, pas dans la partie discussion, mais questions-réponses. Alors, n'hésitez pas à activer votre micro, M. Nanex ou M. Kegnol. Je pense que Jean a dû nous quitter, je ne sais pas, je ne le vois pas. Moi, je voulais juste évoquer quand même une action qu'on a menée en Nouvelle-Aquitaine et qui illustre peut-être quand même la dynamique qu'il faut créer et puis développer, les partenariats qu'il faut créer et entretenir. On a monté une action en destination des établissements à partir des obligations du décret éco-énergie tertiaire qui préoccupent les établissements d'ailleurs parce qu'ils sont un peu affolés, un peu démunis. Et donc, on a travaillé avec la DREAL, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, et avec la DSNA aussi, avec Bernard Jourdain notamment, pour préparer déjà un courrier d'information en détaillant bien toutes les obligations qu'ils allaient avoir, les échéances, les processus, de manière à ce qu'ils aient un petit memento de ce qu'il y aurait à faire. Alors, c'était avant que l'ANAP créer son kit d'outils qui vient aussi très, très clairement illustrer ce qu'il y aura à faire et comment rentrer dans cette démarche. Et puis, pour amplifier cette action-là, on a décidé de faire des webinaires, 3 de manière à ce qu'ils soient répartis en volume par rapport à notre région qui est importante. On en a fait un pour 4 départements à chaque fois, de manière à avoir des échanges aussi, puisque ça a pas mal répondu. On avait 60 à 80 participants pour chacun des 3 webinaires qu'on a organisés. Et on a élargi le champ aussi, non seulement pour une présentation et des échanges sur le décret éco-énergie tertiaire, mais aussi sur la nouvelle réglementation RE 2020 pour les constructions neuves, et aller jusqu'à aussi des échanges sur l'utilisation de matériaux biosourcés, comment ça se constituait, les filières existantes, les démarches, vers qui s'orienter, etc.
Et donc, voilà, on a eu une action qui, à mon avis, a bien marché parce que, justement, on a su créer, on répondait à un besoin, déjà à une attente, hein, puisque visiblement, il y a eu des participants, et on a créé, justement, des échanges, puisque l'ANAP est venue présenter ces éléments aussi d'aide aux établissements. L'Adréal était là, et voilà, on a créé cette action qui finalement, alors elle n'était pas tout à fait dans la convention pensée, mais finalement c'est tout à fait périphérique et tout à fait dans l'esprit de ce mouvement qu'il faut mettre en œuvre et qu'il va falloir entretenir. Et effectivement, la volumétrie de tous les besoins est énorme. Mais bon, il va falloir le faire progressivement et créer effectivement peut-être des centres de ressources, parce qu'effectivement, on ne pourra pas recruter indéfiniment. D'ailleurs, il faudrait trouver des professionnels qui candidatent à nos fiches de poste. Hein. Ça ne sera pas non plus chose facile. Hein. Il y aura des limites de toute façon, donc il faudra créer des centres de ressources qui permettront à chaque établissement de trouver la réponse à ces questions, voire même entre établissements, à créer des synergies, des mutualisations. Ouais. Oui, parce que ce que vous dites, ça sous-tend la question, en effet, à un moment donné, des ressources. Alors déjà, moi, ce que je note, c'est que la mobilisation de l'ARS est importante sur ces sujets. Alors, c'est pas forcément vrai dans toutes les régions. Hein. On a l'occasion de travailler, on accompagne notamment l'ADEME Auvergne-Rhône-Alpes sur ces sujets. C'est vrai que l'ARS est un petit peu moins présente. Alors, il n'y a pas de jugement, hein. Il y a vraisemblablement des priorités qui peuvent être autres en fait dans d'autres régions. Mais on a la chance en tout cas, et je pense que et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ce type d'opération peut être mené, c'est qu'à un moment donné, il y a un interlocuteur aussi de l'ARS qui s'intéresse aussi à ces sujets bâtiment énergie. Et d'ailleurs, je ne sais pas si, Monsieur Nanex, vous pouvez nous répondre justement sur cet aspect. Vous avez un réseau, je crois, de responsables ingénieurs immobiliers au sein des ARS pour témoigner justement sur ce que font certains qui peuvent inspirer peut-être d'autres régions. Oui, dans chaque région, il y a des ingénieurs ou des spécialistes de l'investissement immobilier et qui se posent vraiment qui se préoccupent beaucoup de l'énergie et du développement durable maintenant. Et l'ANAP aussi, Marie-Hélène pourra en témoigner, essaie de fédérer aussi ces échanges entre professionnels des ARS de manière à ce qu'on puisse partager des expériences et développer ces thématiques. Oui, donc ça c'est le premier point. Ça va, si ça n'existe pas encore dans une ARS d'une autre région, c'est vraisemblable en tout cas que ça le devienne. Et puis deuxième chose peut-être aussi, c'est vous avez parlé justement des problématiques de recrutement. On parle quand même d'embauche de 150 postes. Il faut qu'à un moment donné, il y ait des personnes qui soient déjà un petit peu compétentes sur ces sujets, ou en tout cas formées, pour qu'elles puissent être pertinentes aussi en termes d'accompagnement. Et je me tourne peut-être du côté de Laurent, qui pourra peut-être nous dire aussi comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des difficultés, notamment sur le recrutement des personnes en Pays de la Loire? Et sinon, comment vous y êtes pris? C'est un sujet fondamental. Il y a les programmes actés. Hélène pourra témoigner qu'au-delà de Charmes, il y a plein d'autres programmes actés. Donc, il y a déjà des offres d'emploi sur les économes de flux. Il y a, avec cette AMI, 150 postes à pourvoir. Le marché est aujourd'hui complètement ouvert pour ceux qui veulent trouver un poste dans ce domaine de l'efficacité de transition énergétique, que ce soit dans les collectivités ou dans le secteur de la santé. Donc, on ne peut que s'en féliciter. Par contre, derrière, comment on va réussir justement à recruter ces postes? Alors, à cela, plusieurs conditions. On n'a pas eu des difficultés majeures en Pays de la Loire. On a réussi en 5 mois de temps, entre parution de l'offre et prise de poste effective de l'ensemble des 7 ETP, on a mis 5 mois. C'est une aubaine, c'est concours de circonstances, on a eu de la chance peut-être, bref, on y est arrivé. Et l'important, c'est d'y arriver, mais en fidélisant les personnes qui s'inscrivent dans ce dispositif. Donc, quelques conseils clés. Ce genre de métier, on peut très bien débaucher dans les bureaux d'études, mais pour débaucher, il faut être attractif. Donc, il ne faut pas se louper sur le recrutement en termes d'attractivité du poste. On parle de personnes qui ne vont pas être juste une personne présente en établissement. Ça va être une personne qui va être un acteur, une actrice de réseau et qui va devoir embarquer
X établissements, 10, 15, 20, voire 50 établissements. Donc, il y a un aspect savoir-être primordial sur ce genre de poste. Il n'y a pas du tout que la technicité qui importe. Bien sûr, il faudra être capable d'être un technicien, aller dans une chaufferie, faire des réglages, des conseils envers la direction, envers les services techniques, c'est une évidence. Par contre, il y aura une capacité majeure, c'est de s'ouvrir à son réseau, le réseau local qu'on évoquait tout à l'heure, sur les partenaires clés comme les collectivités. Bref, c'est un profil assez difficile quand on est très exigeant sur le profil demandé parce qu'on souhaite que le dispositif fonctionne et qu'aux yeux du national, aux yeux du ministère de la Transition énergétique, se dire, mince, le secteur de la santé, oui, il est capable en fait d'avancer sur ce sujet-là et c'est un partenaire clé pour avancer sur l'efficacité de transition énergétique au niveau national. Tout ça pour dire qu'il faut miser sur la formation initiale. Il faut aller chercher dès à présent, c'est un conseil qu'on peut vous donner, d'aller chercher des stagiaires sur ce domaine-là, à Bac+3, Bac+5, Bac+4, dans le domaine de l'ingénierie, bâtiment thermique, ingénierie, efficacité, transition énergétique, ça existe. Il y a beaucoup d'études, enfin beaucoup d'écoles, beaucoup d'universités qui travaillent sur le sujet. On a cartographié très clairement au Pays de la Loire tout ce qui se passait au niveau national, là où on pouvait être confiant sur les programmes dispensés dans ces universités, écoles, et on est allé, avec mon collègue Yoann Lelout, qui est aujourd'hui le coordinateur régional, faire avec le bâton de pèlerin des interventions dans ces endroits-là pour leur dire, regardez, en Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, et prochainement, peut-être, si l'AMI se déclenche au niveau national, et depuis, c'est vrai, il va y avoir des postes à pourvoir. Donc voilà, comme on est intervenu, c'est à la base, on a semé des petites graines. Aujourd'hui, ça forme des plantes, ça forme même une convention pensée avec la FNCCR. Oui, merci Laurent. Et alors, je me mets dans la peau d'un établissement d'une autre région. Si demain je voulais recruter, est-ce que la cartographie que tu as réalisée, en tout cas des établissements, c'est possible d'y accéder ou parce que je sais que vous alimentez aussi beaucoup en outils. Est-ce que ça fait partie des outils qui sont mis à disposition par la MAP? Évidemment, sur le principe de fonctionnement de la MAPES, qui est financé sur fonds publics Agence régionale de santé, on a vocation, et c'est notre action clé, c'est partager ce que nous faisons. Après, on aura peut-être un petit décalage de temps pour garder toujours en avance de phase notre dispositif. Si demain, on est lauréat avec 6 nouveaux ETP sur la région Pays de la Loire par rapport aux 150, ben on va d'abord aller chercher les 6 ETP, puis une fois qu'on les a, on sera bien volontiers diffuseur des informations qu'on dispose sur les écoles, les études, les universités qui sont des éléments clés pour pourvoir les postes en devenir. Oui, je crois que c'est ce qui s'est passé, notamment, il y avait des candidats qui étaient en Pays de la Loire et finalement, pour certains, ont été récupérés en fait en Nouvelle-Aquitaine. Et il me semble, sauf erreur de ma part, Monsieur Nanex, Monsieur Kegnol, qu'on est à trois personnes déjà en poste sur la Nouvelle-Aquitaine, hein, si je ne me trompe pas. Sur le recrutement, effectivement, je serais un peu moins optimiste que Laurent Bizien sur la partie Nouvelle-Aquitaine. Les recrutements n'ont pas été faciles, compte tenu de l'exigence effectivement qui a été rappelée. On ne cherche pas que des techniciens, on cherche des personnes qui soient capables de fédérer. Donc en Nouvelle-Aquitaine, nous avons 3 recrutements qui ont eu lieu. Les 2 autres sont en cours, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a un problème tout de même dès qu'on va solliciter, je crois qu'on en a longuement parlé avec la NAP, dès qu'on va solliciter le recrutement de 150 personnes au niveau national, sachant que notre démarche elle n'est pas propre au secteur de la santé. J'imagine que dans d'autres domaines, notamment les bureaux d'études, mais dans d'autres domaines économiques, on a aussi les mêmes problématiques, les mêmes recherches. Donc, à un moment, les 150, ce n'est pas 150, c'est peut-être 200 ou 300 ou 400 profils identiques qui vont être sollicités par l'ensemble des secteurs économiques. Donc, il y a vraiment une question de formation initiale ou en tout cas de sollicitation et de promotion de ces postes au niveau des établissements de formation. Ce que je voulais indiquer, c'est qu'on a parlé tout à l'heure des perspectives. En Nouvelle-Aquitaine, on a effectivement été très attentif au deuxième E du CTEES de l'AMI de l'ANAP, puisque le deuxième E, c'est l'écologie. Il y a l'énergie, mais il y a aussi l'écologie. Et que nous souhaitons, avec notre directeur général, développer en fait cette partie écologique non énergétique. On a parlé de la qualité de l'air, mais aussi les ressources en eau, le bilan carbone, en fait, tout ce qui tourne autour du développement et de la transition écologique. Et pour ça, donc, nous avons pour objectif en fait qu'un des coordonnateurs qui sera recruté en Nouvelle-Aquitaine travaille spécifiquement sur ces questions, et notamment
nous accompagne dans un projet qui est celui de la création d'un label ou d'un référentiel qui permettrait de coter ou de classifier les établissements de santé et médico-sociaux sur la partie de l'hébergement, comme on peut le faire sur certains autres domaines économiques. Donc, il y a ce travail en fait qui est en cours, création d'un label ou d'un référentiel pour noter les établissements et la qualité environnementale de leur hébergement. Et pour ça, on va avoir besoin de ressources et ce coordonnateur en ressources écologiques nous serait très utile. Voilà ce que je voulais préciser. Oui, très bien. Et c'est vrai qu'il y a des démarches à l'échelle de l'établissement et puis un exemple aussi très concret sur lequel on travaille actuellement avec le CHU de Bordeaux, c'est finalement comment aussi embarquer à l'échelle d'une unité de soins les professionnels sur les sujets justement de la transition écologique. Et là, on s'aperçoit que finalement, on vient travailler à tous les niveaux, à toutes les strates, que ce soit au niveau national, au niveau régional, au niveau du GHT, au niveau de l'établissement, au niveau de l'unité de soins. Et finalement, on arrive à toucher finalement le salarié ou le patient sur ces enjeux de transition écologique. Alors qu'ils sont beaucoup plus évidents côté collectivité. C'est vrai qu'il y a de la part des citoyens une attente plus forte sur ces enjeux-là et depuis bien longtemps. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les collectivités se sont mobilisées plus tôt sur ces sujets. C'est vrai que quand on est un patient, on n'attend pas forcément de la part de son établissement de santé qu'il fasse forcément des choses sur le sujet de l'environnement. On attend avant tout d'être bien soigné. Donc là, cette partie prenante, cœur justement au sein du système de la santé qu'est le patient, c'est pas lui qui finalement vient actionner ces leviers. On s'aperçoit ici que ces leviers sont actionnés par la prise de conscience en fait de ces grands enjeux à l'échelle ministérielle, à l'échelle régionale, à l'échelle des GHT et des centres hospitaliers. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant justement par ce décloisonnement, qui est cette capacité à un moment donné à échanger techniquement. C'est vrai qu'on n'a pas forcément pris le temps d'approfondir justement sur la coopération qui pourra s'engager entre les syndicats d'énergie qui ont une compétence, alors non seulement dans la négociation du prix de la fourniture en énergie, qui est leur métier premier, mais sur les compétences en fait qu'ils développent aussi sur justement cette notion de maîtrise de l'énergie dans le bâtiment et qui vient aussi nourrir en fait techniquement le réseau, notamment côté Pays de la Loire, si je ne me trompe pas, Laurent. Exactement, Pierre. Ouais. Alors je regarde si côté, on arrive progressivement. Voilà, il va être 12h30. Alors, je regarde, il n'y avait pas forcément de questions ou d'interpellations de la part des participants sur cette dernière séquence. Il y a juste Monsieur Leloutre de la MAPES, du coup, aussi, qui a partagé le lien vers la base documentaire de la MAPES, voilà, donc qui est disponible. Ouais, qui est donc très riche en outils. Donc la MAPES, qui a cette mission, en tout cas, de conseil en énergie depuis un certain nombre d'années, donc depuis 2018 avec Johan Leloup, qui est une excellente ressource technique à solliciter. Alors pas trop, si j'imagine, puisqu'il doit y avoir aussi une logique de coordination déjà des économes de flux à l'échelle de Pays de la Loire.